Vamos então dar início a esta sessão sobre este belo livro, editado por o título de Leibniz Style Controversy, editado pela Yale University Press, que é um trabalho de François Duchesneau e Justin Smith, que recolheram, portanto, que organizaram os materiais, que traduziram do latim para inglês. Pardon, je peux parler en français. Alors, ils ont organisé ce livre, ils ont réuni le texte, ils ont fait un second livre. Nous avons deux livres qui sont tout à fait harmoniques, qui se correspondent, parce que l'introduction est elle-même un livre qui donne le contexte de l'époque, la relevance humaine au XVIe, au XVIIe, au XVIIe de la médecine, du point de vue scientifique, du point de vue de l'influence culturelle, philosophique, politique de la médecine, qui nous donne tout le contexte de la discussion entre Leibniz et Stahl, et aussi les précisions sur ce qui est en fait l'objet du débat. Alors, les textes de la controverse ne sont pas beaucoup. Ils viennent dans la suite de la publication par Stahl de son livre maior, de Vera Teoria Médica, en 1708, et Leibniz, l'année suivante, a écrit, a envoyé à Stahl ses animadversiones. C'est-à-dire, il a fait des commentaires critiques sur ce livre. Stahl répond l'année suivante, en 1710, avec ses innovations. Leibniz écrit après excepções, où il explique les raisons par lesquelles il continue à n'être pas d'accord avec Stahl, et ce sont, disons, le texte commun qu'on a fait. Après 1720, Stahl publie l'ensemble de ce texte, avec le négociation ocioso, où il, avec un préface et aussi avec ses réponses, se réplique aux exceptions de Leibniz. Alors, nous avons dans ce livre tous ces matériaux, le préface de Stahl, et après animadversiones, innovaciones, excepciones et les répliques de Stahl. Et nous l'avons en anglais, en latin et en traduction en anglais. Cette controverse est très importante. La controverse, je crois, est toujours importante pour les interlocuteurs, pour les controversistes. Toujours, la controverse est une occasion de préciser, d'approfondir sa pensée, la pensée de chacun. Quelquefois, on trouve aussi des points communs, d'accord entre les controversistes. C'est pas commun. Et ce n'est pas aussi le cas ici. Mais la pensée de Leibniz et aussi la pensée de Stahl va être précisée
vai être approfondi, va être dans un sens aussi élargi. Et alors, c'est, de mon point de vue, l'intérêt principal de cette controverse, ou le point de débat, les points qui sont importants pour Leibniz et aussi pour Stahl, qui sont points d'intérêt commun. Ils après, ils seront plus clairs et les positions de chacun seront plus claires et plus intelligibles dans le système de chacun. Je crois que Stahl et Leibniz sont des controversistes dans la relation qu'ils établissent l'un avec l'autre. Ils sont des controversistes idiots parce qu'ils ont clairement des intérêts communs d'un côté, et d'un autre côté, ils ont toute une façon tout à fait différente de poser les questions, de penser, d'agir. Stahl parle comme un médecin qui est intéressé aux questions philosophiques aussi, mais comme un médecin. Et Leibniz parle comme un philosophe qui s'intéresse profondément au sujet médical. Mais c'est très intéressant, par exemple, que Stahl n'accompagne pas Leibniz dans sa métaphysique. Alors, quand Leibniz parle de monade, Stahl comprend qu'il s'agit d'une monade physique. Si ce n'est pas le cas, il dira, alors on parle, c'est pas son mot, mais je crois que c'est le sens, alors on parle des êtres de raison. Dans les mots de Stahl, si la monade n'est pas physique, alors elle est un être qui n'existe pas, non existant. Ça veut dire que ce qui est très important pour Leibniz, que l'invisibilité de la monade elle-même, sa place métaphysique, c'est tout à fait incompréhensible pour Stahl, qui ne peut accompagner Leibniz dans sa métaphysique. Et par exemple, c'est un mot difficile à traduire, unus. Quand Leibniz qualifie la monade et quand il parle d'une façon générale sur l'un, sur un latin unus, parce que la métaphysique Leibniz a souffert, a une évolution dans ce qui concerne l'attribut fondamental de l'être, du sujet, de l'individu. Elle a une modification énorme. Au premier moment, Leibniz disait la substance est tota, je dis en latin parce que la traduction même en portugais n'est pas évidente. Toto était les qualificatifs de la substance. Alors l'intégralité de la substance signifiait surtout l'intégralité de la co-appartenance des prédicats d'un sujet. Après, au discours métaphysique, le texte suivant, Leibniz parle de complet, la substance est complète, l'individu est complet, et après, dans la phase monadologique, le qualificatif est l'unité. La substance est une. Et cette évolution est très significative de la démarche du parcours philosophique de Leibniz. Alors, Stahl ne peut pas comprendre cette subtilité métaphysique. Et c'était aussi un point de discussion avec le Fodder, de unus et totus. Stahl identifie unus
et tortos, qui est quelque chose qui est très différent, ce sont des façons tout à fait différentes de penser l'individu, ou si on parle de la monade, qui n'est pas exactement un individu, d'une entité singulière. Et alors, si nous sommes devant peut-être le plus fort métaphysicien de la transition du XVIe au XVIIe siècle, et un scientifique qui s'intéresse à la philosophie, mais qui essaie de comprendre les questions d'une façon très précise, locale. Chez Leibniz, toujours le local est aussi global. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas quand on parle de ça. Aussi, ils sont, et c'est une conséquence, disons, ils sont tout à fait différents en ce qui concerne la continuité. Leibniz est le penseur de la continuité. La continuité, ça veut dire, est la pierre de touche, de la bonne philosophie. Et alors, il y a une continuité entre tous les vivants, il y a une continuité entre les différentes façons de perception, d'action, tout ça. Et c'est un point de discussion entre Leibniz et Stahl, par exemple, pour Leibniz, la fermentation et quel autre procès chimique ou physique, et si on peut le trouver chez les animaux et les plantes, il sera un même procès. Il y aura une continuité, c'est une phase, ce qui n'est pas intelligible, entièrement intelligible pour Stahl. Alors, ils sont très différents et en même temps, ils ont des intérêts communs. Je crois que c'est la situation idéale pour discuter, pour faire une controverse très forte. Le point de divergence, j'ai choisi deux points de controverse, sont surtout, on a parlé déjà ici, aujourd'hui, sur ces points. Je dois dire que ce livre est très important, et alors, j'ai fait un compte rendu pour notre review, pour Cultura, mais notre centre de recherche, la faculté, ont changé de procédure administrative, et alors la culture que nous avons fait pour l'année dernière, pour novembre l'année dernière, va être publiée prochainement sur la phénoménologie et phrénologie. Moi-même et nous nous avons organisé un numéro qui fait le pont entre qui articule la phénoménologie et la pensée phénoménologique. Après, nous aurons un autre numéro qui attend aussi la publication, mais pendant la prochaine année, je ferai un compte rendu de ces beaux, de ces très importants livres pour Cultura. C'est un paradigme qui veut dire que nous, moi-même, je crois que nous sommes vraiment convaincus de la relevance de cette controverse pour comprendre le modèle, pour comprendre ce qui est objet de débat au commencement, au début du XVIIe, mais qui d'une certaine façon, nous pouvons intelligibiliser cette controverse, mais je crois aussi que cette controverse peut nous donner un surplus d'intelligibilité pour les questions qu'on débat aujourd'hui. Par exemple, sur, on dit, the mind or the problem. Ici,
ici, c'est un peu plus la relation entre l'âme et le corps est un sujet de débat très important. Et nous sommes devant deux modèles tout à fait différents. Pour Stahl, l'âme est en principe le principe de vie et la cause efficiente de toute l'activité du mouvement du corps organique. Et le corps dit organique justement parce qu'il est un instrument, un organe, un instrument de l'âme même. Ça veut dire que l'action de l'âme sur le corps, elle est immédiate, elle est directe. Il y a une causalité efficiente de l'âme sur le corps. La pensée de Leibniz est très différente. Il est d'accord qu'il y a une liaison très forte entre l'âme et le corps, mais il n'y a pas d'indépendance. Il s'agit de deux domaines qui ont des lois propres, qui sont tout à fait harmoniques, qui concordent, mais sans une efficacité, sans une causalité immédiate de l'âme sur le corps, qui est tout à fait inintelligible pour Leibniz. Bien que au système nouveau, Leibniz, il y a un moment où il part d'un rapport immédiat entre l'âme et le corps. Mais la pensée, disons, la pensée cohérente, la pensée systématique de Leibniz est d'une correspondance sans influxus, sans une influence directe de l'âme sur le corps. Une autre, il y a une discussion longue, Stahl, qui n'est pas un philosophe, mais il discute longuement sur l'âme elle-même et sur le pouvoir. Il y a aussi des mots qui sont difficiles à traduire. Potência n'est pas difficile, mais majestas est un mot qui n'est pas difficile parce qu'il y a le pouvoir de l'âme sur le corps et sur la façon de potência, ce n'est pas le terme le plus commun, et sur la désignation majestas. Majestas veut dire qu'il y a un domaine, qu'il y a une hiérarchie entre l'âme et le corps. Alors, Stahl discute longuement ce que c'est le mouvement, toute l'explication du mouvement aérien comme son principe, l'âme elle-même. D'une façon directe, d'une façon immédiate. Un autre sujet de discussion, c'est sur la vie elle-même. Nous parlons surtout d'organisme parce que c'est un mot que Stahl et Leibniz tous les premiers. Avec 2 ans de différence aux années 80 du XVIe siècle, et alors ils donnent un sens tout à fait différent. Ils sont d'accord qu'il y a une spécificité de la vie. Mais, et alors, le mot organisme traduit cette spécificité du point de vue de la matière vivante. Mais la discussion est surtout, mais pas seulement, mais la discussion est surtout sur la continuité et alors sur la relation entre l'organisme et le mécanisme. Pour Leibniz, il y a une liaison interne entre organisme et mécanisme. Un mécanisme parfait, un mécanisme impérial, un mécanisme infini et un mécanisme. Et alors, les opérations d'un organisme
d'un corps vivant, elle s'exécute d'une façon mécanique, tout à fait mécanique, dans sa façon d'efficacité. Pour Stahl, les mécanismes de l'organisme sont des concepts tout à fait différents, et non seulement concepts, ce sont des niveaux d'organisation et des niveaux d'opération qui sont aussi bien différents. Alors, il y a ici une affinité, parce que les sont d'accord que l'organisme est la façon originelle, spécifique de la vie, mais la compréhension de l'organisme est tout à fait différente et surtout dans la relation entre organisme et mécanisme. Il y aurait d'autres points, mais je crois que ce sont des points qu'on peut reprendre aujourd'hui, qui sont d'une autre façon objet de débat aujourd'hui, et qui sont discutés par Leibniz et Stahl. Moi, je suis aussi traducteur de latin. Et je sais les difficultés qu'on a quand on traduit. C'est pas difficile à traduire mécanismes, organismes, les mots techniques. Les mots qui font deux distinctions, par exemple, uns, qui on peut traduire comme adjectif, ou qui on peut interpréter dans un sens d'individualité, c'est pas exactement ça. Il y a des termes que j'ai trouvés dans ce volume qui font partie aussi d'un livre que nous venons de traduire, une partie de Montalto, Philippe Montalto, Archipathologie, un siècle antérieur, qui a été publié à Paris. Montalto était un médecin de la cour parisienne. Et alors, il y a des mots qui sont très difficiles à traduire. Par exemple, c'est pas difficile à traduire affection, mais c'est difficile à traduire affectus. Parce que affect peut être passion, peut être affection, mais aussi dans certains endroits, je crois qu'on peut dire, nous avons traduit aussi par disposition. Et c'est un mot qu'on trouve qui n'est pas facile. Aussi, animus. C'est facile à traduire anima. C'est facile à traduire mens. Bien que le traducteur portugais de Spinoza, de l'éthique de Spinoza, quand il a trouvé mens, qui est le terme que d'habitude Spinoza utilise, le traducteur portugais a traduit alma. C'est pas la même chose. Mais anima n'est pas difficile, mens, mind est aussi facile, mais quand on parle de animus, on oscille parce qu'il y a un mot qui toujours soit la bonne. Alors on dit soul, on dit mind. C'est de mon expérience, c'est un mot très difficile et aussi maestras qu'on s'efforce faire un effort pour bien traduire. Ou par exemple, il y a des jeux de mots qui fonctionnent admirablement au latin, mais en portugais, à peu près, on a des difficultés, quelquefois, mais qui sont plus difficiles en anglais. Par exemple, age et naturel. Quand on trouve age et naturel, quand ils sont ensemble, il y a une invitation à traduire comme art et nature. Mais quand le terme art est isolé,
c'est pas toujours facile de décider si on doit traduire, si on doit dire art ou si on doit dire puer, cor, aber. J'ai donné ces exemples qui sont des mots qui sont très difficiles dans d'autres livres, par exemple dans l'archipatologie, et ma question était sur la traduction, sur peut-être des difficultés ou des solutions que vous avez trouvées, mais j'aimerais bien vous écouter sur parce que le livre est de Sal Leibniz, mais le livre aussi de Junot et Smith qui ont fait un travail admirable, aussi le mot, mais l'introduction est un livre admirable. Vas-y. Merci Adeline. Peut-être que je dois commencer par avouer que c'est François le grand latiniste. Je pense qu'il l'a fait à l'école au bon moment, alors que moi j'ai commencé déjà adulte et tout ce que j'ai appris c'est en tant qu'autodidacte. Donc il y avait, j'aurais pas pu le faire seul, c'est clair. Il y avait des passages, toujours dans la partie Stahl, jamais chez Leibniz, des passages qui étaient pour moi indéchiffrables sur le plan grammatical, syntactique. C'était vraiment difficile. Et par contraste, la partie Leibniz est toujours lucide comme le ciel. Donc j'ai apprécié en travaillant sur ce texte combien important est le style pour la philosophie. Le style peut faire la différence entre un bon argument et un argument tordu. Et qui n'invite pas à être compris. Mais aussi c'était un plaisir de travailler là-dessus pendant assez longtemps. Ça a pris des années, entre autres parce que mon latin est maintenant beaucoup mieux qu'au début. Et donc c'était une vraie éducation. Mais il faut dire la vérité, c'est que Yale University Press a traîné. Ah oui, c'est pas entièrement. Le travail a été long aussi à cause de carences à Yale University Press. Oui, ils ont remplacé leurs éditeurs tous les 3 mois. Juste pour répondre à quelques commentaires sur la traduction que Adeline a fait, je suis tout à fait d'accord que souvent ça pose de vrais défis, de vrais problèmes qui montrent combien aussi l'expression philosophique est liée à la langue dans laquelle on pense, on écrit. Pour moi, ça ne fait pas partie de la controverse Leibnizista, ça tient d'ailleurs de chez Leibniz. Quand Leibniz écrit en français cette phrase fameuse, là où il n'y a pas un être, il n'y a pas un être. Traduire ça en anglais, c'est impossible parce qu'en anglais, l'article indéfini, c'est pas la même chose que le nombre 1. Donc on peut même pas dire, c'est un intraduisible.
Il faut ajouter une note à ce moment-là. Et comme c'est souvent le cas, comme tu l'as évoqué, c'est pas les mots techniques, les concepts clés, c'est toujours dans les articles, dans les substantifs très généraux, très quotidiens qu'on a ce genre de problème. Je trouve que le résumé était très juste et très détaillé. J'ajouterais peut-être que moi je ne suis pas sûr que ce sont deux controversistes idéaux, l'un pour l'autre, parce que souvent, je trouve... Ils s'agressent. Ils s'agressent, et aussi que c'est un dialogue des sourds, dans le sens où, comme l'exemple que tu as évoqué, Stahl ne comprend pas, même pas le concept de monade, et il n'a pas envie d'apprendre non plus. Et ça ne l'intéresse pas, et leurs intérêts sont tellement éloignés l'un de l'autre que parfois on a l'impression que c'est une perte de temps d'essayer de faire comprendre l'autre. Et juste sur ce point, Leibniz a écrit à Johann Bernoulli, cet homme, Stahl, ne se comprend pas même lui-même. Non, mais là, je voulais dire que je pense que c'est François qui, au début, avait un esprit plus ouvert pour tout ce qui est stahlien que moi. Je me disais non, c'est un homme confus qui ne se comprend pas lui-même. Alors que maintenant je suis d'accord avec l'avis que François a eu au début, que en fait Stahl est un penseur assez sérieux, hein, et systématique aussi, qui a ses propres convictions. C'est juste qu'il habite un autre univers. Cette question, le premier chapitre des Vers de l'Amérique sont lisibles ou non? Les parties introductives du théorie caméra. C'est compréhensible, mais c'est exactement du même ordre que les écrits de la controverse. Ouais. Autrement dit, c'est extrêmement difficile à lire, même pour des gens habitués à lire des textes latins du XVIIe, XVIIIe siècle. Y compris des textes médicaux, c'est extrêmement difficile. Il faut bien comprendre que l'extrême influence que Stahl a exercée par la suite sur la médecine au XVIIIe siècle passe essentiellement par les œuvres de certains de ses disciples, ouais, qui ont présenté une image plus fluide et plus compréhensible d'une certaine manière de la littérature très indigeste, ouais, que produit Stahl. C'est très très difficile. Ouais. Et c'est d'autant plus difficile que Stahl a des prétentions littéraires. Alors ça, c'est pire que tout. Alors, il fait des phrases interminables parce qu'il a appris que Cicéron faisait des phrases interminables quand il a été à l'école. Et donc, et aussi, il introduit du grec, de l'allemand ancien, il y a même quelques termes en hébreu dans la controverse. Et il fait des allusions indirectes à beaucoup de choses qui sont des allusions qu'il faut déchiffrer. Alors rendez-vous compte, un éditeur de ce texte
doit déchiffrer il y a des puzzles, il y a des choses qui sont très très difficiles à déchiffrer parce que c'est des idiotismes staliens, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, on avait un sérieux travail à faire. Et il reste encore des allusions qu'on n'a pas décryptées, qu'on pourra soumettre à la postérité si tant est que les gens veulent consacrer beaucoup de temps à trouver des références à peu près introuvables, quoi. Non, honnêtement, syntaxe complexe, mélange de lexique technique avec des lexiques presque de la langue orale, du latin, tel qu'il était pratiqué dans les chaires universitaires à cette époque-là. Donc c'est du charabia latin presque, je veux dire. Et donc il y a un mélange de tout avec une très forte prétention littéraire. Qui n'est pas soutenue par la qualité du style. Il aime donner comme des listes de synonymes. Au lieu d'un seul adjectif, il en donne 3. 3, c'est modeste. Et parfois, il n'existe pas assez de mots en anglais pour trouver un équivalent pour chacun. Oui. Par rapport à ta question sur la disponibilité des 4 petits opuscules qui font la première partie de la Theoria Medica Vera, donc il y a la différence sur l'organisme et le mécanisme, la différence sur les corps mixtes et les corps vivants, l'exhortation à écarter de la médecine ce qui est étranger, et conspectus de ces œuvres-là. Et par exemple, la différence de l'organisme et du mécanisme, c'est un texte qui n'a pas été traduit en français, même pas au XIXe siècle, alors que la plupart étaient traduits. Il a simplement été reformulé et résumé, tellement il est difficile. Donc, je n'ai pas essayé de traduire. Non, mais j'ai essayé, c'était pas compliqué. J'ai actuellement auprès de moi un stagiaire qui est en train d'essayer de traduire. C'est Samuel? Je suis content. Alors, il m'a dit qu'il avait commencé et qu'il avait trouvé ça très difficile. Je n'en doute pas à l'instant, c'est très difficile. Et le problème, c'est qu'il y a une communauté de chercheurs staliens. Ils ont leur colloque, pas très souvent, mais je pense qu'ils s'intéressent à d'autres choses. C'est pas surtout les points de contact entre Stahl et Leibniz qui sont leurs priorités. Justement, à ce propos, je me demandais, et c'est une question pour vous trois, dans quelle mesure le contexte piétiste, parce que j'ai toujours été étonnée par la différence entre le ton de la partie physiologique et de la partie pathologique de la Theoria Medica Vera, qui est assez consensuelle, qu'on comprend bien, et le ton très acerbe et très vindicatif des petits opuscules dont on parlait. Et je me suis toujours demandé, donc peut-être écrit-il contre Wolff, et j'ai l'impression qu'il y avait tout un contexte institutionnel qui nous échappait. Je voulais savoir, ou religieux. Bon, ça c'est... Bon, je vais peut-être répondre à cette question. Évidemment, nous avons écouté attentivement les rumeurs qui nous disaient il y a certainement de l'idéologie piétiste dans les textes médicaux de Stahl. Honnêtement, c'est pas si évident. Et il faut bien comprendre que, ce que je dirais tout à l'heure dans mon exposé, à Halle, il y avait 2 profs de médecine. L'autre était Friedrich Hoffmann. Friedrich Hoffmann et Georg Stahl sont des frères ennemis, pourrait-on dire. Mais ils sont tous les 2 piétistes. Et ils défendent des thèses complètement antinomiques en ce qui concerne les fondements de la médecine. Et donc, dans un même cadre d'adhésion à, disons, la confession piétiste, il y a des divergences assez prononcées sur le plan théorique.
Ceci étant dit, j'allais ce que j'appelle entre guillemets la métaphysique de Stahl est quand même relativement proche de certains des aspects doctrinaux du piétisme. Entre autres, disons, cette espèce de délégation divine à l'âme qui doit, d'une certaine manière, assurer le salut du corps, etc. Il y a des résonances piétistes, mais rien qui pourrait identifier une médecine piétiste, si je puis dire, une théorie médicale piétiste. Ça, nous n'avons pas trouvé ça, je pense qu'on peut dire ça à peu près dans ce terme-là. Il y a des relents de piétisme, si je puis dire, il y a un climat général, mais il ne faut pas oublier que les deux adversaires, les deux frères ennemis, là, je veux dire, qui enseignaient dans cette même faculté, étaient tous les deux piétistes, et ça ne les a pas empêchés de soutenir des thèses radicalement opposées. Ouais, là, je suis plus ou moins d'accord. En fait, je comprends mieux maintenant qu'à l'époque où on travaillait ensemble sur ce projet, le fait que à Halle, c'est pas comme si tout le monde était divisé en deux camps et personne ne parlait avec les représentants de l'autre camp. Et c'est très flou et on trouve souvent des gens qui s'entendent bien, même si nous on les classifie comme étant membres des camps opposés. Et là aussi, il faut ne pas oublier que, bon, qu'est-ce que c'est que le piétisme? C'est plutôt des ressemblances familiales que des croyances dogmatiques. Et il faut ne pas oublier que Spener, pour Spener, donc le fondateur, qu'est-ce que le piétisme? C'est l'idée qu'il faut être gentil avec ton adversaire. Il faut ne pas... Oui, mais c'est bien possible que les autres piétistes n'ont pas appris la leçon, mais quand même, le cœur du piétisme, c'est soit patient, soit indulgent avec celui qui ne croit pas ou qui n'est pas du même avis. Se houver questões, comentários sobre... Je voulais juste peut-être ajouter quelque chose concernant l'intérêt d'avoir produit cette édition. Effectivement, Adelino l'a mentionné et je l'en remercie. Et c'est une première de produire une traduction intégrale. Elle se trouve en anglais, mais elle peut être en français ou dans une autre langue, en allemand, qui sait, de la controverse. C'est pas tout à fait une première, devrais-je dire, parce qu'il existe une traduction du docteur Théodose Blondin, produite, disons, aux environs de 1860, mais qui, en fait, Blondin, quand il a rencontré un passage obscur, il inventait le sens du texte. Alors c'est plutôt une paraphrase. C'est pire que ça. Ah, c'est pire que ça. C'est une trahison. Dans son introduction, il dit « Je vais prouver que Stahl est un enfant d'Hippocrate trempé dans la doctrine chrétienne. » Et c'est dans un contexte institutionnel de lutte entre l'école de Montpellier et l'école de Paris, entre l'animisme et le vitalisme, dont le pape s'est mêlé, qui publie cette traduction, et à chaque fois qu'il trouve que l'âme prend part au mouvement corporel, il met une note et il dit « Il veut dire l'âme corporelle, mais il ne veut pas dire l'âme spirituelle. » C'est une trahison. De toute manière, personnellement, j'ai très vite renoncé à utiliser cette traduction. Et c'est une bonne leçon sur l'usage de l'histoire de la médecine au XIXe siècle, dont nous avons hérité. Nous utilisons des traductions du XIXe siècle qui sont dans un contexte idéologique Alors, disons que cette traduction était nulle et non avenue.
Et donc, en fait, c'est une première d'avoir produit l'ensemble des écrits de la controverse, parce que, effectivement, la partie Leibniz a été publiée dans les opéras omnia du Taès en 1768, et elle a été republiée en français, en italien, partiellement en anglais, la partie Leibniz, jamais la partie Stahl. La partie Stahl, alors c'était, il fallait remonter à l'une des deux éditions de la Theoria Medica Vera, la seule édition, l'édition de 1720 de Negotio Motiosum pour la retrouver. Se não há questões, comentários, passamos à conferência final do nosso colóquio. Tu veux que